Dans le cadre de sa programmation 2014-2015, l'Association des proches aidants de la capitale nationale vous présente l'atelier Parler et écouter pour mieux communiquer, animé par Madame Marie-Claude Dufour de la Société de la sclérose en plaques, Région Québec. Bonne écoute! Je m'appelle Marie-Claude Dufour et je travaille à titre de coordonnatrice des services pour la Société canadienne de la sclérose en plaques depuis près de 6 ans. Je suis intervenante sociale et je réponds aux demandes d'information et de soutien de la part des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches. Donc, ce soir, je vais vous parler de 2 facettes de la communication, la parole et l'écoute. Nous allons aussi explorer quelques moyens pour faciliter et développer la communication. Je tiens à préciser que je ne suis pas une experte en communication. Je vous partage des informations que vous savez probablement déjà, mais qu'il est toujours utile d'entendre et de remettre en perspective. Plusieurs éléments vont vous sembler évidents. Pourtant, il nous arrive fréquemment de les oublier le moment venu. Donc, premièrement, on va parler de la communication versus la maladie. Pour certains, communiquer et parler avec leurs proches se fait tout naturellement. Pour d'autres, c'est plus difficile. C'est sûr que la nature de la relation avec la personne aidée influence beaucoup la communication. Par exemple, on ne va pas communiquer de la même façon avec son parent qu'on va le faire avec son conjoint. La maladie, quelle qu'elle soit, porte souvent ombrage ou obstacle à la communication. Se parler devient alors plus difficile. On a beaucoup de choses à dire, mais les mots ne viennent pas. Comme la maladie ne tombe pas sur une page blanche, il y a déjà un certain pattern d'établi entre les 2 personnes concernées. Si 2 personnes éprouvaient des difficultés à communiquer avant le diagnostic, il se peut que la situation empire par la suite. Au niveau de la relation aidant-aidé, dans une relation entre le proche aidant et la personne aidée, une saine communication facilite les échanges. Tout se dit, tout s'entend, c'est dans l'art et la façon de le faire. Il se peut par contre que la personne à qui on s'adresse ne soit pas prête à entendre ce que l'on a à dire. Ça ne signifie pas par contre qu'il ne faut pas le dire. On passe souvent beaucoup de temps à anticiper la réaction que l'autre va avoir face à ce qu'on a à dire. Sachez que vous ne contrôlez pas la réaction de votre aidé et que vous contrôlez vos paroles et vos gestes. C'est tout à fait normal de ne pas toujours savoir quoi dire à une personne qui a un diagnostic de maladie chronique évolutive. Vous pouvez nommer cela, dire que vous ne savez pas quoi dire, que vous vous sentez impuissant ou démuni face à la situation. L'aidant, comme l'aidé, va souvent chercher à protéger l'autre en évitant de nommer ses émotions. Ce silence-là, malheureusement, peut mener à des frustrations ou des tensions entre les 2 personnes. Pour éviter de retrouver, si on veut, 2 solitudes sous un même toit, on va examiner ensemble quelques pistes qui vont vous permettre de faciliter votre communication avec la personne aidée et de développer un peu les bases d'un partenariat dynamique. Donc, dans les moyens pour faciliter la communication, je vais les numéroter, comme ça va vous aider à vous retrouver. Premièrement, on va avoir l'ambiance. Il faut créer une bonne ambiance. Choisir votre moment pour discuter. Attendez de préférence un moment où vous êtes plus détendu pour aborder des sujets délicats. Ne discutez pas entre 2 portes à la sauvette un peu, là. Installez-vous confortablement pour le faire. Ensuite de ça, on a en deuxième la disponibilité. Vérifiez si la personne aidée est disponible pour parler ou non. Il est possible que le moment soit idéal pour vous, mais qu'en est-il pour l'autre? Le meilleur moyen de vous en assurer, c'est de lui poser la question directement, en disant par exemple, j'aimerais te parler, est-ce que ça te convient? Ou est-ce que tu as envie de parler? Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on discute ensemble. Troisièmement, on va avoir l'écoute. Écoutez et montrez à l'autre que vous êtes vraiment à l'écoute. En intervention, on appelle ça de l'écoute active. L'écoute active, c'est sûr que c'est plus difficile à faire, c'est plus facile à dire.
il faut éviter de penser à ce qu'on va répondre. Donc, pendant que l'autre nous parle, vraiment juste absorber ses paroles et pas réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui répondre. Savoir écouter, c'est aussi important que les paroles elles-mêmes lors d'une discussion. N'interrompez pas votre interlocuteur, laissez-lui du temps pour s'exprimer. Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas lui mettre des mots dans la bouche s'il cherche des mots ou a de la difficulté à s'exprimer. Ça pourrait le décourager, puis il pourrait laisser tomber la discussion. Il faut savoir écouter et accueillir les silences de l'autre. C'est difficile à faire, je vous l'accorde, parce qu'on est habitué à meubler les silences dans une conversation et nous rendre mal à l'aise. Mais c'est quand même important de leur laisser de la place. Rappelez-vous que la communication non verbale est aussi importante que la communication verbale. Un silence peut indiquer la présence d'un sentiment douloureux à exprimer. Votre écoute, votre présence, peut-être un signe d'encouragement de votre part, par exemple lui toucher la main ou le bras, sont des signes de votre soutien. Ça va encourager la personne à poursuivre, à se livrer à vous. Rappelez-vous que le fait de se sentir écouté, c'est se sentir important et reconnu dans ce qu'on vit. Ensuite de ça, en quatrième, on va retrouver l'écoute de soi. L'écoute de l'autre est évidemment importante, mais l'écoute de soi l'est tout autant. C'est important de connaître vos besoins, vos limites et vos exigences et d'être en mesure de les communiquer à l'autre. Donc, en cinquième, on va avoir l'expression de soi. Il ne faut pas que vous hésitiez à parler de vos sentiments et de vos émotions. C'est légitime de parler de vos sentiments lors d'une situation difficile à gérer. Le fait de nommer l'émotion qui vous habite peut alléger l'atmosphère. En reconnaissant que la situation est difficile pour vous, vous ouvrez une porte à l'autre. Vous lui faites de la place. Vous lui donnez l'occasion de vous répondre. L'autre ne peut deviner vos pensées ou vos émotions si vous n'en parlez pas. Donc, c'est sûr que si la situation est difficile pour vous, elle l'est sûrement pour l'autre. Mais si personne ne le dit, ben ça reste un peu latent. C'est pas agréable. Donc, en numéro 6, on va voir le sujet. Ne changez pas de sujet. Lors d'une discussion, il arrive que certains propos de la personne aidée vous déséquilibrent. Certaines peurs peuvent être exacerbées ou vous confronter à votre impuissance. Si le sujet est pénible pour vous, n'oubliez pas que le sujet est sans doute très important et peut-être douloureux aussi pour la personne aidée. Que faire alors? Écoutez tout simplement. Cependant, si vous ne pouvez en supporter davantage, il faut le dire. Vous pouvez par exemple dire à la personne aidée que pour le moment, c'est trop difficile pour vous et que vous aimeriez en reparler plus tard. L'inverse est aussi vrai. Si vous sentez de votre côté que l'autre n'est plus en mesure de poursuivre la conversation, vous pouvez lui demander s'il préfère en reparler à un autre moment. Peut-être qu'il va être trop gêné de vous interrompre, mais vous pouvez le lui proposer. En septième, on va avoir le retrait. Savoir se retirer lorsque la conversation prend une mauvaise tournure ou lorsque cela ne mène plus à rien. Ça nous est tous déjà arrivé de poursuivre une conversation beaucoup trop longtemps puis de dépasser un petit peu. On peut reprendre plus tard au besoin, lorsque les deux parties auront eu le temps de décompresser ou de réfléchir. C'est sûr qu'il arrive dans le feu de l'action que nos paroles vont dépasser notre pensée. On ne veut pas se rendre là, donc des fois de savoir mesurer et se dire, OK, là, je pense qu'on devrait arrêter. Donc, savoir se retirer, c'est pas facile, mais ça s'apprend. En huitième, on va avoir les conseils. Le plus possible, il faut éviter d'en donner. Donner des conseils peut rassurer, mais peut aussi court-circuiter la communication. Des fois, l'autre personne va nous demander notre avis, c'est correct, mais quand ça ne nous est pas demandé, on peut plutôt essayer d'amener la personne à trouver elle-même des solutions. Vous pouvez donner votre avis, questionner sur le sujet et amener l'interlocuteur à faire évoluer sa pensée et à trouver une solution par lui-même, ou du moins une ouverture. Donc, quelque chose, on lui laisse une piste et puis l'autre va être en mesure
de réfléchir sur le sujet. En 9e, on va avoir l'humour. On l'oublie souvent, mais faire de la place à l'humour dans les échanges, le rire, ça fait du bien. Donc, ça peut être bénéfique. Il faut toutefois s'assurer de choisir le bon moment pour ça. Des fois, on a une petite blague qui nous vient en tête, mais on sent que l'ambiance n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Donc, on peut le garder en tête, mais pas toujours le faire sur le moment. Ensuite de ça, avant de passer à la conclusion, il y a un autre volet que j'aimerais aborder avec vous. Il s'agit de l'adaptation. En introduction, je vous parlais du fait que le lien d'affection avec la personne aidée influençait la communication avec celle-ci. Il arrive souvent que la personne malade ne communique plus comme avant, par exemple en raison de troubles cognitifs. Il se peut aussi qu'elle se soit refermée de plus en plus suite à l'apparition de la maladie, jusqu'à ne plus rien partager avec vous en ce qui a trait à sa maladie. Il faut alors s'adapter à l'autre, choisir ses mots, adapter son vocabulaire. Il se peut que vous ayez à réapprendre à communiquer ensemble, un peu comme dans une nouvelle relation. Donc, en conclusion ce soir, ce qu'il faut retenir, pour une saine communication, faites-vous confiance et faites confiance à l'autre. Parlez au jeu, c'est très important, de vos émotions, de ce que vous vivez. Considérez l'autre comme votre égal. Mettez-vous en mode ouverture, c'est-à-dire parler et écouter, même les silences. Je vous dirais même surtout les silences. Pardonnez-vous vos erreurs. On en fait tous. Et c'est important des fois, on dérape, puis bon, on se le pardonne et l'autre va nous le pardonner aussi. Si la communication est devenue difficile ou s'est détériorée au fil du temps, il faut recommencer doucement, tranquillement, faire des petits pas. Si l'idée d'aborder avec l'autre des sujets délicats vous rend nerveux ou vous semble impossible, vous pouvez commencer par essayer de communiquer sur d'autres sujets moins importants ou vous exercer avec une autre personne de votre entourage. J'espère que la petite conférence vous aura été utile ce soir et que vous repartez avec un petit bagage. C'est toutes des choses que vous savez probablement déjà, mais des fois, un petit rappel, ça nous fait du bien, ça nous remet un peu en contexte, ça va nous aider à essayer, ça nous rafraîchit, ça nous donne des petits trucs pour repartir la communication ensemble. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. C'était Parler et écouter pour mieux communiquer, animé par Madame Marie-Claude Dufour. Pour participer aux ateliers téléphoniques ou aux conférences thématiques de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale ou pour écouter d'autres ateliers en balado-diffusion, nous vous invitons à consulter notre site web au www.apacn.org. À un prochain rendez-vous!